bienvenue, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce mercredi sur RTI 1. La rencontre a focalisé toutes les attentions. Le chef de l'État Alassane Ouattara et l'ancien président Laurent Gbagbo ont échangé hier au palais présidentiel. Un événement historique, commenté, analysé et décortiqué 24 heures après, tant au sein des populations que des acteurs de la scène politique. Les députés ont examiné et adopté 9 projets de loi hier 27 juillet. Parmi les textes adoptés, le projet de loi portant ratification pour la mise en œuvre de la monnaie unique ECO et le projet de loi instituant des mesures fiscales pour les investissements dans le secteur de l'EVA culture. Le 27e congrès de l'Union postale universelle va se tenir sur le sol ivoirien du 9 au 27 août prochain. Un grand rendez-vous que la Côte d'Ivoire se dit prête à abriter. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste a fait le point des préparatifs de l'événement, l'un des plus importants de cette année 2021. Et puis Tokyo 2020 en football, le Brésil se qualifie pour les quarts de finale grâce à une victoire 3-1 contre l'Arabie Saoudite. La Côte d'Ivoire, qui a résisté contre l'Allemagne, un but partout, s'est elle aussi qualifiée. Merci de nous rejoindre ce soir encore pour parcourir l'actualité nationale et internationale sur RTI 1. Séance plénière hier à l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné et adopté 9 projets de loi, notamment le projet portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. 237 députés sur 254 présents à cette plénière. La séance est présidée par Amadou Soumaourou, le président de l'Assemblée nationale. 9 projets de loi sont soumis à examen, au nombre desquels projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique dans la région ouest-africaine, ECO, signé le 21 décembre 2019 à Abidjan. À l'analyse du projet de loi pour la mise en place de l'ECO, 102 députés votent pour son adoption, 12 voix contre et 48 abstentions. Nous avons vu que pendant que la CEDEAO, tous les États de la CEDEAO cherchent à avoir une monnaie forte commune, il y a des accords qui sont signés avec une partie des pays de la CEDEAO, comme l'UMOA. Nous avons trouvé qu'il fallait attendre simplement que l'ECO voit le jour avec la CEDEAO. Je ne vois pas pour quelle raison, nous, en Côte d'Ivoire, on serait pressé de ratifier une monnaie qui n'entrerait dont la mise en œuvre ne commencerait qu'en 2027. Donc c'est notre position. Pour nous, nous devons différer la ratification de cette ordonnance-là. Mais comme on est en plénière et que la plénière est souveraine, mais au moins on a fait entendre notre voix. Les États membres de la CEDEAO ont acté le passage d'une monnaie commune au niveau de l'espace à l'horizon 2027. Mais aujourd'hui, il est important que ceux qui partagent en commun le franc CFA puissent s'organiser à aller à ces enjeux de 2027. Donc aujourd'hui, nous, en tant que Côte d'Ivoire, pays membre de l'UEMOA, notre devoir c'était de ratifier cet accord entre les pays membres de l'UEMOA et la France. Je rappelle que la France a aussi ratifié l'accord. Les députés donnent également leur accord pour l'adoption des autres textes, dont le projet de loi instituant des mesures fiscales pour les investissements dans le secteur de la transformation du caoutchouc naturel et le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Relativement à cette loi, un médecin fonctionnaire ne pourra plus travailler de manière simultanée dans des officines privées parce que ce n'est pas intéressant que l'État donne des moyens pour former des médecins et qu'ils vont dans les officines privées. Vous savez que dans la filière EVA, la capacité de transformation est inférieure donc, au caoutchouc produit. Et donc les producteurs se retrouvaient donc avec les fonds d'État sur les bras. Et donc pour aider donc les usiniers
donc les industriels à augmenter leur capacité. L'État a pris donc cette ordonnance. Cette séance plénière vient ainsi clore le premier programme des travaux parlementaires allant du 15 juin au 27 juillet. Période durant laquelle 14 projets de loi au total ont été examinés par l'Assemblée nationale. La séance est levée. Au Parlement, la Chambre haute a rendu hommage à Charles Gomis, ex-président de l'institution décédé le 16 juillet dernier. Il aura joué un rôle important dans la mise sur pied du Sénat en Côte d'Ivoire. Herman Guivet. L'instant est au recueillement à la permanence du Sénat d'Abidjan. Feu le sénateur Charles Gomis-Providence aura passé plus de 50 ans au service de son pays, la Côte d'Ivoire. Les sénateurs s'inclinent et saluent la mémoire de l'illustre disparu, puis projection d'un film institutionnel rendant témoignage des qualités humaines et professionnelles de l'homme. Au nom de la famille, Thierry Tano, ex-ministre du pétrole et de l'énergie, a remercié l'ensemble des sénateurs, le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, pour le soutien incommensurable apporté à la famille en ces moments douloureux. Votre présence à nos côtés durant cette période difficile ont contribué à apaiser notre peine. Nous réalisons que vous aussi, vous avez également perdu un membre de votre famille. Mais nous tenons à vraiment vous remercier du fond du cœur pour le soutien que votre institution a apporté à toute la famille biologique de notre regretté Charles Providence Gomis. À vous, tout particulièrement, Monsieur le Président du Sénat, nous vous disons, Yakou, votre implication personnelle à ces obsèques a vraiment fait la différence pour toute sa famille. Soyez-en remerciés. Souvenons-nous de l'homme qu'il était, de la place qu'il occupait dans nos vies, ainsi que dans celle de tous ceux qui pleurent aujourd'hui un parent, un proche, un confident, un ami. Nous vous disons merci. Le président du Sénat, Ahoussou-Kouadio Jano, garde de Charles Gomis-Providence d'excellents souvenirs. Charles Providence Gomis, tu n'es pas absent, tu es présent. Présent par le travail que tu as abattu. Tes collègues sénateurs retiendront de toi qu'il faut travailler pour bien accomplir sa mission et rester digne de la confiance placée en nous par l'État à travers les autorités qui l'incarnent. Tu as été pour nous un diplomate hors pair, un collègue exemplaire, de par ta disponibilité, pars en paix, repose en paix, que la terre de Côte d'Ivoire te soit légère. Merci d'avoir servi l'État, merci d'avoir aimé et chéri la belle Côte d'Ivoire, merci d'avoir été un artisan exemplaire de paix pour le rayonnement de notre Côte d'Ivoire. Adieu, mon cher aîné. Grand homme d'État, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, sénateur, Charles Gomis-Providence est décédé à l'âge de 81 ans, en signe de reconnaissance pour tout ce qu'il aura accompli pour le positionnement du Sénat, sa mise sur pied, son évolution. Ses collaborateurs ont tenu à saluer sa mémoire par une aide d'honneur à sa famille. La Côte d'Ivoire a posé un pas de plus dans le processus de réconciliation nationale. Le président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo se sont entretenus au palais présidentiel hier 27 juillet. Une date qui va rester dans les annales. Cette rencontre très attendue vient apporter un grand plus à la décrispation du climat social. Abiba Dombele Saoué. Est-ce qu'il y a des questions pour le président Gbagbo? Pas pour moi, hein? Est-ce qu'il y a des questions? Mais dis donc, ils sont timides là. Bon, il n'y a pas de questions. Merci. Pas de questions. La presse semble tétanisée. Tant l'instant est magique et tant cette rencontre semblait impossible. Personne n'a voulu briser ce rêve, celui de voir ces deux poids lourds de la politique ivoirienne, main dans la main, souriants, affables et dans la convivialité. Des retrouvailles entre deux leaders, deux frères, qui ont tant souffert avec leurs partisans, avec le peuple. 10 ans ont passé, une longue décennie de ressentiment, de douleur, de déchirure,
Un long processus de réconciliation qui porte peu à peu ses fruits, qui se consolide avec ses chaleureuses et fraternelles retrouvailles au palais de la présidence de la République. Le symbole est parlant. Laurent Gbagbo et son aîné Alassane Ouattara veulent avancer, faire avancer leur chère Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo plaide pour la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Après cette rencontre historique, la politique ivoirienne apparaît désormais sous un meilleur jour. Le président Alassane Ouattara s'est dit très heureux de cette entrevue avec l'ex-président Laurent Gbagbo, qui a d'ailleurs souhaité que ce ne soit pas la dernière. Politique, population et analystes, chacun y va de son analyse de la situation. Alexis Ouedraogo. J'ai été heureux d'avoir été témoin de cette rencontre historique entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. On peut tricher sur une posture, mais on ne peut pas tricher avec l'émotion. L'expression dégagée par le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, montrait clairement leur engagement à aider, à tirer, à être la locomotive donc du renforcement de la cohésion sociale. Le rendez-vous a cristallisé mardi toutes les attentions. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo main dans la main. L'image était ce mercredi à la une de tous les tabloïds. Deux amis qui se retrouvent, qui échangent, qui essaient encore de montrer aux yeux des Ivoiriens qu'on peut se battre, on peut se chamailler, mais il y a un moment où on peut se retrouver. Bon, moi, ça m'a fait un effet de soulagement. Ça m'a donné la confiance que la Côte d'Ivoire peut se réunifier, qu'il peut avoir la paix. Mais nous souhaiterions que ça soit une réconciliation d'un cœur sincère, d'un amour vrai et d'une paix nationale, une cohésion vraie qui va réunir tous les Ivoiriens dans la grâce et dans la paix pour que le peuple puisse avoir la joie et la Côte d'Ivoire puisse aller en avant. Le chef de l'État et l'ancien président ont insisté sur une volonté commune, celle de tourner la page des divisions pour une pleine réconciliation nationale. Les acteurs politiques en ont bien conscience. Ce qu'on a vu hier de ces deux leaders politiques doit se voir à travers tous leurs lieutenants, à travers toutes leurs équipes. Nous sommes de différentes chapelles politiques. Nous avons des approches politiques différentes. Nous avons des démarches politiques différentes. Mais la Côte d'Ivoire doit nous unir parce que nous sommes frères. Les grandes nations qui nous dominent aujourd'hui sont passées par des épreuves qui sont 1000 fois, 2000 fois, 10 000 fois plus graves que celles que nous, on a traversées. Nous avons un beau pays, nous avons le devoir de le préserver. Albert Mabritoakeu, c'est le président de l'UDPCI. Pour lui aussi, ce jour vient marquer un tournant décisif dans l'apaisement du climat sociopolitique. Ça détend l'atmosphère, ça apaise davantage. Et je voudrais donc les féliciter tous les deux. J'ai aussi entendu la promesse de se revoir, l'engagement à élargir cette concertation à d'autres personnalités. Je pense que tout ça, c'est de bonnes nouvelles parce que c'est ensemble que nous devons travailler donc à la réconciliation, au retour de la paix et à la normalisation de la Côte d'Ivoire. Une pensée partagée par le Front populaire ivoirien. Nous nous réjouissons de cette action-là. Nous espérons que tous les acteurs vont s'y engager et nous en appelons aussi à un cadre plus inclusif. Je crois que le président de la République n'a pas manqué de le dire. C'est donc un appel à tous et à toutes pour que, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous comprenions que la finalité, c'est la paix. Nous sommes dans une approche fraternelle, nous sommes dans un État. En tant que compatriotes, il est important que nous privilégions les voies qui en amènent donc au développement. Une dynamique dans laquelle s'inscrit le RHDP. Le parti reste en admiration des sillons de paix tracés dès les premières heures par le chef de l'État. Son objectif, c'est de travailler dans la paix et c'est de se mettre au service des Ivoiriens
Et la meilleure façon pour lui de se mettre au service des Ivoiriens, c'est de savoir que autour de lui, il y a la paix. Autour de lui, il y a des personnes réconciliées et qui regardent dans le même sens. Témoins de cette rencontre historique au palais présidentiel, les fidèles des deux hommes, Georges Amaounien, président de la plateforme EDS, et Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, sonnent l'engagement pour la construction de la nation. Tous les Ivoiriens, à commencer par nous-mêmes, les hommes politiques, les acteurs politiques, nous devrons nous approprier cette rencontre pour devenir de vrais ambassadeurs et le prolongement de cette rencontre à l'effet de permettre aux Ivoiriens de bénéficier d'une paix durable et d'une stabilité durable. Cette image que tous les Ivoiriens souhaitaient voir du président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, qui, j'espère, va s'étendre avec le président Bédié et puis tous les autres acteurs politiques, je crois que ce sont des images fortes en faveur de la réconciliation. Alors le pays conforte sa place dans le concert des nations, consolider les acquis en renforçant l'unité nationale reste le gage de lendemain meilleur. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le président Laurent Gbagbo portent en eux le moteur du renforcement de la cohésion sociale. Donc leur posture et le ton qu'ils viennent de donner doivent permettre en tout cas de tourner la page. Tourner la page, aller de l'avant pour bâtir une nation, une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Le magazine Ça fait l'actualité de ce soir sur RTI 1 est consacré à cette rencontre au sommet entre le président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo. Décryptage donc de cette actualité avec 4 journalistes sur le plateau de Fatim Diédié. Ce sera tout juste après ce 20h. Le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire continue sa mission au Brésil. Depuis une dizaine de jours, Sidi Tchemoko Touré visite plusieurs États brésiliens dans le but d'adapter leurs différentes techniques d'élevage aux besoins de la Côte d'Ivoire. Éric Goré, envoyé spécial de la RTI au Brésil. Aucun répit pour Sidi Touré et sa délégation qui parcourt le Brésil avicole et piscicole pour passer au peigne fin les avancées technologiques enregistrées et pour comprendre aussi son fonctionnement, sans oublier l'élevage de bovins dans ses moindres détails. Ici, le ministre ivoirien accorde une interview à une chaîne de télévision brésilienne pour donner les motifs de sa présence. Des visites de ranch, il y en a eu jusqu'au partenariat avec de grands groupes. Les organisations Mario Franco ont été fondées il y a 90 ans avec certains de ses amis qui sont partis en Inde pour importer du bétail de l'Inde et ils ont amélioré la qualité de ces bétails et mis à la disposition de la recherche brésilienne et également des éleveurs brésiliens. Aujourd'hui, les organisations Mario sont une entreprise très forte qui partage tout son savoir-faire avec l'association brésilienne des éleveurs des zébus, des entreprises étatiques comme Embrapa. Le ministre des Ressources animales et halieutiques peut se réjouir de ce voyage fructueux. L'expérience brésilienne est connue à travers le monde. Les techniciens, nous en avons certains qui ont déjà été formés à cette école brésilienne. Maintenant, il s'agit maintenant pour le gouvernement d'en faire une priorité au niveau national. Et le cap a été donné par M. le Premier ministre Patrick Achi. C'est ce qui justifie d'ailleurs, sur son autorisation, que nous soyons là pour que le signal politique soit donné et que, du point de vue gouvernemental, de façon bilatérale, nos deux pays puissent prendre des engagements forts. C'est la tête haute que Sidi Touré va regagner la Côte d'Ivoire dans les prochains jours, après s'être véritablement rendu au fin fond du Brésil dans sa version animale et halieutique. En plus de travailler à améliorer la production nationale en ressources animales et halieutiques, la Côte d'Ivoire est sur tous les fronts pour un développement inclusif. Le ministre de l'Hydraulique a procédé à l'inauguration d'une nouvelle unité de production d'eau potable à Issia. Il a également lancé les travaux d'extension du réseau d'adduction en eau potable pour un volume total d'investissement de 1,27 milliard de francs CFA. Léon Brou.
2000 mètres cubes d'eau potable de plus par jour à Issia et le déficit de 70% tombe à 30% grâce à cette nouvelle unité de production de 767 millions de francs CFA, ici inaugurée par le ministre de l'Hydraulique et de la Promotion de la Jeunesse. Une amélioration de l'approvisionnement de la ville en eau potable, pourtant pas encore ressentie dans les nouveaux quartiers d'Issia. Jusqu'à présent, nous avons été obligés d'aller en ville pour pouvoir avoir de l'eau potable. On peut dépenser encore 10 000, 12 000. Donc on pouvait utiliser de l'eau de puits. Tout ça parce qu'il n'y a pas de canalisation publique. Voici les coups de perle salvateurs des nouveaux quartiers d'Issia. Ils lancent l'extension du réseau d'adduction d'eau potable de 20 km pour desservir 3000 nouveaux ménages. Soulagement des populations. C'est plus de 8 quartiers qui n'étaient pas encore canalisés, qui vont maintenant recevoir de l'eau dans leur ménage au quotidien. Il n'y a pas de bien qui soit fondamentalement au-dessus de l'eau. L'eau, source de vie. Tout donateur d'eau est un envoyé de Dieu. C'est que le calvaire de l'accès à l'eau potable qui dure depuis 1954 ou 1974, selon les générations, va prendre fin en 2023, ainsi que l'annonce le ministre de l'Hydraulique. Seront échus les travaux d'extension du réseau d'eau d'Issia et ceux pour le renforcement de l'approvisionnement de la ville de Daloa en eau potable à partir du barrage de Bio. Nous allons prendre de l'eau au barrage de Bio. En cours de route pour Daloa, nous allons servir de l'eau à Issia pour combler le déficit de 30%. Et en ce moment, les populations seront épargnées des corvées d'eau jusqu'en 2040. C'est pourquoi je veux exprimer au nom de l'ensemble des parents ici, de l'ensemble des élus et cadres, notre profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour l'attention particulière accordée à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. L'extension du réseau d'eau de la ville porte à 1,27 milliard et à 27 milliards de francs CFA les investissements de l'État, respectivement à Issia et dans le Haut-Sassandra, dans le cadre du programme Eau pour tous. Du 9 au 27 août prochain, la Côte d'Ivoire va abriter l'un des plus grands événements de l'année 2021, le 27e congrès de l'Union postale universelle. Le ministre de l'économie numérique de la Poste a fait le point des préparatifs de l'événement et la Côte d'Ivoire est prête pour accueillir ce sommet mondial. Cheikh Koné. Dans exactement une dizaine de jours, Abidjan va accueillir le 27e sommet de l'Union postale universelle UPU, l'un des plus grands événements mondiaux de l'industrie postale. Les petits plats ont été mis dans les grands par le gouvernement ivoirien qui assure à 100% l'organisation de ce rendez-vous. Face à la presse, le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Roger Félix Adom, a donné des gages d'assurance quant à l'effectivité des préparatifs et des dispositions pratiques prises. Donc il a fallu qu'on teste la connectivité entre Abidjan et toutes les capitales du monde, les 4 capitales du monde en tout cas, pour s'assurer que ceux qui vont se connecter de manière virtuelle pendant les 3 semaines à venir, auront toute la qualité de réseau nécessaire pour ceci. Donc je pense que les textes ont été bons, ils ont été validés par le Bureau international de l'Union postale universelle. Donc pour que nous arrivions là, il y a eu donc différentes étapes. Donc on a eu donc différentes missions du Bureau international de l'Union postale universelle qui sont venus à Abidjan au mois de mai et au mois de juin. Donc, ils ont aussi testé la partie sécurité, la partie sanitaire et puis l'hébergement. L'organisation de cet événement est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. 87 ans après la tenue du 10e sommet de l'UPU en Égypte, la Côte d'Ivoire reste le premier pays africain de l'ère coloniale à abriter cette rencontre. Donc le congrès était prévu pour l'année 2020, il devait avoir lieu du 10 au 28 août 2020, mais à cause de la pandémie mondiale de la Covid-19, ce congrès a été reporté du 9 au 27 août 2021, toujours à Abidjan. Donc c'est le lieu, en tout cas, de dire merci au président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour toute l'aide qu'il a apportée, parce que si ce congrès est organisé en Côte d'Ivoire à Abidjan, c'est avant tout grâce à lui, et c'est lui qui l'a voulu. Et il a vraiment œuvré
de tout son poids, de toute sa connaissance du monde diplomatique pour faire en sorte que tous les postiers du monde entier aient envie de se retrouver à Abidjan. Plus de 2700 congressistes de 192 pays sont attendus, mais pour des raisons de crise sanitaire, seulement 750 congressistes seront présents à Abidjan en présentiel et les 2000 autres seront en virtuel. Pour les dispositions pratiques, tout est fin prêt, a rassuré le ministre de l'économie numérique. Durant 3 semaines, les congressistes vont échanger et analyser 250 résolutions desquelles sortira la stratégie d'Abidjan. Le thème principal de ce 27e sommet, l'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation. Les ressources fiscales collectées par les impôts de Côte d'Ivoire sur le premier semestre de l'année 2021 se chiffrent à 1 432,2 milliards de francs CFA. Un résultat satisfaisant au vu de l'excédent de 35 milliards de francs CFA enregistré par rapport aux prévisions. Jean-Luc Bangbo. Analyser sans faux fuyant les résultats obtenus depuis le mois de janvier et particulièrement au 3e trimestre 2021. C'est l'exercice auquel ont été invités les cadres de la Direction générale des impôts. Des résultats qui traduisent une première partie de l'année globalement satisfaisante. Le montant global des réalisations s'établit à l'échelle du semestre à 1 432,2 milliards et à l'échelle du trimestre à 798 milliards, dégageant ainsi un écart positif de 30 milliards. Des résultats certes encourageants, mais qui n'ont pas empêché la tutelle de mettre la pression en vue d'une amélioration des performances de l'administration fiscale. Certes, nous enregistrons une progression régulière de notre recette fiscale de l'ordre de 10, 14 voire 16%, mais cette croissance reste encore insuffisante. L'accroissement significatif des recettes fiscales se présente non comme une option, mais s'impose comme une obligation pour notre pays si nous voulons réduire notre dépendance vis-à-vis de l'aide et de la dette extérieure. Le directeur de cabinet a exhorté les agents des impôts à aller au-delà des objectifs, en recherchant notamment des niches non encore fiscalisées ou qui le sont insuffisamment. Rappelons que pour le dernier semestre, ce sont 1 266,6 milliards de francs CFA qui sont attendus des impôts, dont 660 milliards pour le seul 3e trimestre. Dans l'actualité sanitaire, voyons maintenant le point du jour de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. 76 nouveaux cas de Covid-19 recensés, 74 guéris et 0 décès. À la date du 28 juillet, la Côte d'Ivoire compte un total de 49 775 cas confirmés, 49 040 personnes guéries, 326 décès, 409 cas encore actifs. Et au 27 juillet, 959 349 doses de vaccins administrées. Sur la scène politique, la campagne électorale pour les sénatoriales partielles en Côte d'Ivoire, un scrutin en vue de pourvoir à la vacance de poste de sénateur du fait de décès ou de démission. La commission électorale indépendante CEI a fait un point presse. Le porte-parole de l'institution donne des informations importantes sur ces partielles des sénatoriales. Sidonie Davila. Le samedi 31 juillet prochain, les collèges électoraux de 5 régions sont convoqués aux urnes pour élire leurs sénateurs. Ce sont le Bunkani, le Gontougo, le Kabadougou, la Nawa et les Grands Ponts. La commission électorale indépendante, CEI, fait quelques précisions avant l'entame de ces élections. Suite au désistement de l'un des candidats, ce sont au total 12 qui ont été retenus, dont une femme et 11 hommes, qui se répartissent comme suit. 5 indépendants, 5 du RHDP et 2 du PDCI-RDA. Les 10 candidats se trouvent actuellement sur le terrain à la pêche des voix des électeurs. Je voudrais indiquer que l'électorat concerné est constitué des conseillers régionaux et municipaux. Ils sont au nombre de 1045. À ces conseillers, il faudrait ajouter 8 candidats non élus,
d'où 1053 électeurs au total. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les bureaux de vote ouvriront le samedi 31 juillet 2021 dès 8h et fermeront à 18h. Ouverte le vendredi dernier, la campagne électorale prend fin ce jeudi à minuit. La CEI compte organiser ses sénatoriales partielles dans le strict respect des mesures barrières. Elle appelle par ailleurs à la responsabilité et à la confiance pour des élections apaisées. Et la région de la Nawa est en plein dans cette campagne pour les élections sénatoriales partielles du 31 juillet prochain. Le RHDP et le PDCI se battent pour un siège. Sam Kona. Grands attraits, la candidate du RHDP face aux conseillers municipaux de la commune. Occasion pour Laure Baflan de donner les raisons de sa candidature. Je suis devant, mais derrière, j'ai tous les conseillers municipaux que j'aimerais qu'ils me portent au Sénat pour qu'on améliore nos conditions de vie, mais surtout qu'on se batte pour les collectivités territoriales en Côte d'Ivoire. Depuis 40 ans, notre statut n'a pas changé. C'est à nous de faire en sorte que notre statut évolue. Si les conseillers municipaux, régionaux ou maires font partie de ce Parlement-là. Avec son expérience de maire de Mayo, Laure Baflan pense être la meilleure voix de la Nawa au Sénat. Le candidat du PDCI RDA, Clé Georges, lui, avait rendez-vous avec les conseillers municipaux de Méagui. Je suis animé d'un certain nombre de motivations, l'amour pour ma région. Je veux contribuer à la cohésion sociale de tous les fils et filles de cette région. Et il n'y a que cette cohésion sociale qui peut nous permettre ensemble d'amorcer le développement de notre région. Et je veux donc promouvoir toutes les intelligences de la région. Baflan lors du RHDP ou Clé Georges du PDCI RDA, prochain sénateur de la Nawa, rendez-vous le 31 juillet prochain. Dans les Grands Ponts, Patricia Omoetia a suivi le candidat du PDCI et celui du RHDP. Sur le terrain, ils confrontent les arguments afin de faire pencher la balance de leur côté. Première rencontre avec l'ensemble des conseillers municipaux de Dabou. Ici, le candidat du PDCI, Déni Akadie Claude, a partagé sa vision. Autour du thème de sa campagne, Ensemble pour une région plus unie, plus solidaire, prospère, paisible, où il fait bon vivre. Notre expérience, notre compétence, notre expertise nous permet d'activer, en plus des missions classiques, d'activer la diplomatie parlementaire pour attirer des investissements massifs dans la région, pour qu'il y ait création de richesses et qu'il y ait création d'emplois pour les jeunes. Voilà un peu ce qui me motive, qui m'engage. Autre rencontre à Jacquesville avec le candidat du RHDP, Melej Aboud Hilaire. Ici également, échange pour une vision commune avec les conseillers, élus et cadres pour un développement durable de la région. Une région appartient à tous les fils, surtout les cadres. Ils doivent se mettre ensemble, élaborer des projets et nous, les élus, nous les transmettons au pouvoir en place de manière à ce que nos régions se développent. Jacquesville, Dabou, Grand Laou, ces départements doivent se mettre ensemble pour œuvrer pour les Grands Ponts, pour cette région qui est si riche, malheureusement défavorisée par l'incompréhension et la mésentente de ces cadres. 5 régions sont concernées par ces élections sénatoriales partielles. Le scrutin est prévu pour le 31 juillet prochain. La deuxième édition du festival Wobélé de Tafiré a été lancée. C'est un festival qui vise à faire la promotion et à valoriser les danses traditionnelles et la culture tagbana et celle de la région. Outre le volet culturel, le sport fait également partie de cette initiative culturelle. Au chapitre sport, justement, Jeux olympiques de Tokyo 2020, des nouvelles de la participation des athlètes ivoiriens. Le Brésil n'a eu aucun mal à assurer sa qualification pour les quarts de finale du tournoi olympique grâce à une victoire 3-1 contre l'Arabie Saoudite. Les champions en titre terminent premier d'un groupe D, d'où la Côte d'Ivoire s'est extirpée et a résisté contre l'Allemagne pour se qualifier aux dépens de la Mannschaft. Condamné à la victoire après son succès contre l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, troisième de la poule D, jouait gros face aux éléphants. Mais les coéquipiers de Max-Alain Gradel ont su contenir les assauts de la Mannschaft avec un score de parité.
Il a fallu attendre la 67e minute pour qu'une des deux équipes se détache. En essayant d'intercepter un centre, Benjamin Henrich pousse le ballon dans son propre but. Loin d'être démotivés, les Allemands récoltent vite au score 6 minutes plus tard. À la suite d'un coup franc aux abords de la surface, Edouard Lohen envoie le ballon dans la lucarne gauche de Ira Tapé à la 73e minute et permet à son équipe de reprendre espoir. Le score ne bougera plus et les deux équipes se quittent finalement sur un match nul 1-1. Un résultat insuffisant pour permettre à la Mannschaft de se qualifier. Grâce à ces 5 points, la Côte d'Ivoire verra, elle, les quarts de finale, tout comme le Brésil, qui finit premier du groupe D avec 7 unités. Merci à tous de toujours vous informer sur RTI 1. Retrouvez-nous également sur rti.info. Bonsoir à tous.